Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien pour commencer. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du lancement de la Semaine européenne des mobilités avec un panel de 4 acteurs européens de ce domaine des mobilités électriques partagés. Donc, cette année, la Semaine des mobilités est placée sous le thème de en sécurité et en bonne santé avec des mobilités durables. C'est un vaste thème qu'on va aborder à travers le contexte de la sortie de crise pandémique. Donc, pour animer ce webinaire, donc d'abord Sylvain Martin, manager France de TIR Mobility. Bonjour Sylvain. Bonjour tout le monde. Nous avons aussi Badr Hadji, directeur des opérations France à ShareNow. Bonjour Badr. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout. Fabien Doué, qui est manager France de Cooltra, service de scooters électriques en libre service qui sont arrivés à Paris depuis le mois de juin. Bonjour Fabien. Exactement, bonjour à toutes et tous. Et enfin Dimitri Tsiganitsky, manager France de FreeNow, qui est, alors on ne va pas dire plateforme de VTC, c'est bien plus que ça désormais, vous allez nous expliquer tout ça. Donc dans cette heure de discussion, on va essayer d'aborder 3 thèmes principaux, donc les nouvelles mobilités à l'heure du Covid, comment tout a changé avec cet épisode pandémique, qu'est-ce que vous avez appris, quels sont les nouveaux standards. Nous allons nous interroger évidemment sur l'avenir des villes à l'heure du post-Covid, avec ce concept très intéressant de la ville du quart d'heure, popularisé par cette université franco-colombienne Carlos Moreno. Voilà, comment les mobilités peuvent façonner la ville du quart d'heure. Et enfin, nous allons poser la question qui suscite toujours des interrogations sur l'impact réel environnemental et social de ces nouvelles mobilités électriques. Voilà, donc je vous propose pour démarrer, on va voir une petite vidéo d'introduction de FreeNow qui va nous montrer un petit peu de ses activités. Il n'y a pas le son. Alors oui, il n'y a pas de son non plus. Bon. Bah, peut-être que on écoutera la vidéo à ce moment-là pour conclure nos débats. Premier point que peut aborder, il y a une expression en anglais qui est le new normal, donc la nouvelle normalité post-Covid. Donc, première question, quel impact le Covid a eu sur votre activité? Quelles sont les nouvelles attentes de vos usagers? Je vais poser d'abord la question à Dimitri sur son activité VTC. Est-ce qu'on assiste à un boom du VTC avec l'amélioration de la situation sanitaire? Et FreeNow a connu une très grande mutation ces derniers mois avec notamment l'intégration de nouveaux modes différents du VTC. Voilà, vous expliquez pourquoi vous avez pris cette stratégie. Alors, d'abord, le boom, il y a eu un boom, il y a eu un retour assez significatif de l'activité depuis le mois de juin déjà et la fin du couvre-feu. Et là, depuis 2 semaines, on observe vraiment une accélération avec le retour progressif au travail et puis la mise en place du pass sanitaire. Donc, on pense qu'on est à peu près à 70% du marché pré-Covid, alors que dans les semaines qui ont suivi le premier confinement, nous étions tombés à 10% d'activité seulement. Et on prévoit que le marché va revenir à 100% d'ici 6 à 9 mois. Ce qu'on a observé pendant ces 18 derniers mois, qui ont pas mal façonné nos réflexions, c'est que d'abord, il y a eu pas mal de changements des utilisateurs qui ont malheureusement préféré les transports individuels aux transports publics par des craintes probablement sanitaires. On a vu aussi, grâce à l'essor d'offres multimodales comme Cooltra, comme TIR, comme ShareNow, que cet essor d'offres a généré plus de demandes pour ce nouveau type de service. Et puis, je pense qu'on a tous eu l'occasion de faire beaucoup d'introspection ces 18 derniers mois et on voit aussi, même s'il y avait cette tendance de fond, une volonté de consommer plus responsable. Ces trois évolutions des usages ont façonné, ont
nous ont convaincus de nos directions stratégiques, puisqu'on a décidé donc d'abord de s'engager sur d'être zéro émetteur d'émissions carbone d'ici 2030, de réduire de 50% dans les 4 années qui viennent d'une part. Mais on a également décidé de s'étendre, comme vous le disiez Sébastien, au-delà du VTC et d'ouvrir la plateforme pour ces différents modes de transport qui étaient disponibles aujourd'hui un petit peu partout dans les villes, qui étaient également plus écologiques. Et c'est pourquoi depuis avril, cette année, on a lancé un partenariat avec TIR, en juin avec Cooltra, et puis en août, plus récemment, avec notre société sœur du groupe Chernard. Alors, Chernard, justement, Badr, vous êtes manager, directeur des opérations. Je rappelle vite fait, Chernard qui est arrivé début 2019 à Paris avec C'est bien ça. de Smart Electric. Et on a vu en 2020 qu'il y a eu il y a un avant et un après sur la pratique de ce type de mobilité. Voilà, qu'est-ce qui a changé? En 2020, tout a changé, en tout cas pour le marché parisien, de ce type de mobilité. Tout à fait. D'un point de vue général, nous avons remarqué que suite à la pandémie, les gens ont eu recours de plus en plus à un mix de mobilité. Donc la question n'est plus de comment puis-je me déplacer d'un point A à un point B, mais quel est le moyen le plus efficace pour le faire et le moyen qui répond à mes besoins actuels. Donc, parfois, c'est la rapidité, parfois, c'est le coût, d'autres, ça peut être la sécurité. Et donc, c'est justement là où des synergies entre différents acteurs tels que FreeNow, Cooltra, TIR ou ShareNow peut être très intéressantes. Et donc, d'un point de vue ShareNow, nous avons été très attentifs au marché suite à la pandémie et nous avons adapté notre produit en proposant à nos clients parisiens et européens également des locations un peu plus longues. Donc, ça va dès 24 heures jusqu'au mois. Et ce qu'on a remarqué en 2020, c'est que le temps moyen des trajets a augmenté de 114% par rapport en 2019 pour atteindre plus de 80 minutes par trajet. Et donc, ce qui nous a permis de faire ça, c'est d'être une entreprise agile, tournée vers le digital et capable surtout de donner cette flexibilité à ses usagers pour concilier le côté sécurité et durabilité. Pour finir, par rapport à la pandémie, nous avons repéré plusieurs opportunités, nous nous sommes adaptés et c'est ce qui a permis à asseoir davantage l'autopartage dans le domaine, dans la vie urbaine en tant qu'acteur de la mobilité durable. Mais nous avons également remarqué que les gouvernements étaient très flexibles également, par exemple en mettant en place les pistes cyclables. Donc, on se rend compte que plus de flexibilité nous avons, plus d'entraide entre les différents acteurs, mieux ce sera pour nos villes et pour les citoyens en général. Alors, on a vu donc l'automobile en ville n'a pas dit son dernier mot sous une forme électrique. Et tout ça s'accompagne dans la gamme proposée sur le marché parisien en tout cas. On a aussi des trottinettes électriques qui, il y a un an, ont changé un petit peu de dimension avec cet appel à projet de la ville de Paris qui a régulé le marché. Sylvain Martin, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez faire un petit bilan de cette année, de cette régulation? Est-ce qu'elle était adaptée à la crise? Et comment vivez-vous le monde d'après? C'est-à-dire qu'on annonçait pendant des mois, le monde d'après, c'est maintenant. Et vous, comme opérateur de trottinette, qu'est-ce que ça change? Alors, déjà, la régulation est intervenue, effectivement. Déjà, ça c'était un bon signe, je pense. Il fallait réguler. Et puis, de toute façon, pour la pérennité de l'industrie, il est nécessaire que les opérateurs aient des contrats qui s'inscrivent dans le temps et qui puissent répondre à des enjeux de chacun des territoires avec la bonne taille, avec le bon nombre d'opérateurs, etc., pour pouvoir être évidemment financièrement viable, puisqu'on est dans des services privés actuellement. Donc, évidemment, régulation, très bon point. Mais que ce soit à Paris, comme dans tous les autres territoires d'ailleurs, au niveau national, qui ont aussi régulé. Sur la vraie réalité, c'est que nous, on a fait du coup une première année de contrat en Covid, qui est quand même un contexte très particulier de prolongation de nos opérations, de développement de ces opérations. Je pense que le plus important, on va dire sur cette période-là, ça a été surtout de s'inscrire dans cette démarche qui était d'avoir un vrai impact avec nos solutions. C'est essayer de vraiment s'intéresser à l'écosystème qui était touché à ce moment-là par le Covid. On a offert plein de trajets pour les soignants, pour les gens qui étaient en première ligne, etc. C'était tout l'objectif. Et puis après, maintenant, on commence à construire vraiment ce que va être la micromobilité pour Paris. Et là, on voit un
gain d'activité énorme. Vraiment, c'est hyper conséquent le redéveloppement et le redéploiement des services et l'usage. Donc, ça prouve bien que les gens se redéplacent et que les micromobilités viennent vraiment compléter l'offre à date, surtout dans un contexte où, pour l'instant, il y a toujours quelques réticences à reprendre les transports en commun, même si l'objectif, c'est plutôt justement de venir les compléter. Très bien. Alors, Fabien, pour Cooltra, les scooters électriques, donc vous êtes arrivé à Paris au bon, enfin, je ne sais pas si j'espère au bon moment, en juin 2021, après une longue d'opérateurs en Espagne, on y reviendra. Alors, évidemment, vous arrivez en été 2020. Quelles sont vos premières impressions et sur le marché parisien sur le scooter électrique? Alors, tout d'abord, il faut savoir clairement qu'on a été impacté puisqu'on est leader européen en termes de mobilité deux roues. Hein, on fait à la fois effectivement du libre service, mais également de la location court et moyen et long terme. Donc, on a été évidemment très impacté, notamment sur le libre service dans les villes européennes où on est aujourd'hui présent, au Portugal, en Espagne et en Italie, où on a dû procéder à des retraits de flotte, parfois totalement. Sur quelques jours. Donc, on peut imaginer un peu la logistique. Je pense que mes collègues, certainement, ont été impactés un petit peu de la même manière à certains moments. Et donc, finalement, on a vécu, alors peut-être pas d'un point de vue parisien, mais je pense que c'est relativement comparable, effectivement, cette pandémie qui a mis finalement à rude épreuve la flexibilité de toutes les entreprises. Et je pense qu'on a répondu présent, justement, en s'adaptant aux réglementations locales en fonction de la ville et du pays. Et effectivement, on a la chance, j'allais dire, d'arriver post, j'aimerais dire post-Covid, je crois qu'on aimerait tous le dire d'ailleurs, effectivement sur Paris, ce qui nous permet aujourd'hui d'être dans une phase de déploiement. On n'a pas fait énormément pour l'instant de communication puisqu'on est vraiment en phase de lancement de services. On a environ un petit millier de véhicules sur les 2000 qu'on a prévu de déployer d'ici la fin de l'année. Et ce qu'on observe d'ores et déjà, c'est effectivement une forte appétence des Parisiens, en l'occurrence, pour ce type de service, puisque sans communication particulière pour l'instant et sans action d'envergure, j'allais dire, pour faire connaître le service Cooltra aux Parisiens, on a d'ores et déjà énormément de locations journalières. On dépasse les 1500, 2000 locations par jour avec uniquement un petit millier de véhicules. Sur les week-ends où on a de belles journées, etc. Et je pense qu'on s'attend aussi cette semaine à avoir, avec la reprise du travail, de grosses stats en termes de location. Donc, clairement, il y a une appétence et un besoin, j'allais dire, pour ce type de service-là. Et ce qui nous a aussi, en tous les cas, interrogé, c'est la multimodalité. Je pense qu'on y reviendra également un petit peu après, puisqu'on est vraiment au cœur du sujet avec ces différents acteurs. Et on a aussi introduit d'autres mobilités, type vélo, type trottinette, etc., dans d'autres villes. Donc aujourd'hui, à Paris, on est uniquement présent sur le scooter pour le moment. Mais effectivement, on a déjà des vélos ou des trottinettes qui sont à l'œuvre dans une sorte de package. Et donc, l'application vous donne accès à différents types de mobilité. Et c'est aussi le contexte de partenariat, notamment avec FreeNow, par exemple, pour apparaître comme une solution complémentaire des autres. Je pense qu'aujourd'hui, plus que concurrent, on doit être plutôt partenaire pour offrir en fait la mobilité comme un service aux Parisiens. On voit bien d'ailleurs que avec les nouvelles politiques publiques, on y reviendra probablement un petit peu après. L'idée, c'est quand même de limiter, alors je dirais même pas la voiture, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de discussions à propos de la voiture hors du centre-ville maintenant, mais plutôt, moi je dirais, de la propriété au final. Et je me sers de mon scooter finalement, quand on y pense, peut-être 2 jours par mois. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter quelque chose, de l'entreposer, de prendre de la place de parking, de le maintenir, etc. Alors qu'au final, avec différents opérateurs, j'ai la possibilité finalement d'utiliser 15 minutes par-ci, une demi-heure par-là, tel ou tel type de mobilité. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, je mettrai le point sur la multimodalité. Et puis effectivement, alors justement, sur les partenariats possibles entre les opérateurs. C'est alors le fameux MaaS que les experts connaissent, le Mobility as a Service. Donc, cette idée d'un guichet unique qui donnerait accès à l'usager à toute la chaîne de mobilité, Dimitri, c'est clairement votre stratégie. On sait que d'autres grands groupes
internationaux se lancent là-dedans. Vous, clairement, pour tous les partenaires, chacun peut s'exprimer là-dessus. Quelle retombée vous attendez du MaaS? Nous, on le voit comme j'expliquais auparavant, on le voit vraiment comme une évolution naturelle complémentaire de notre service de VTC ou de taxi dans notre pays. Les distances, le nombre d'usagers, la couverture géographique va être extrêmement complémentaire entre véhicules d'autopartage, VTC, trottinettes et scooters. Et on veut, notre objectif, c'est vraiment de devenir la plateforme de mobilité préférée des Européens. Et pour ça, on ne peut pas se contenter uniquement d'un type de transport. Donc, les comparaisons sont parfois un petit peu compliquées, mais on se voit vraiment comme l'Amazon ou le Netflix de la mobilité. Aujourd'hui, sur le marché français, on est probablement la plateforme qui propose le plus de services complémentaires. On a bien sûr des concurrents qui vont distribuer leurs propres services. On a des acteurs comme Google Maps, Citymapper, Apple Plan, qui vont intégrer différents services, mais qui vont renvoyer systématiquement vers les différentes applications. Et on est fiers de ce qu'on peut proposer aujourd'hui aux Parisiens, notamment, et d'autres villes en Europe, pour les aider à se mouvoir comme ils veulent à travers les villes. Donc, nous, on le voit comme une évolution absolument naturelle et jusqu'ici plutôt réussie et surtout avec un très bon timing pour les raisons que j'exposais plus tôt. Très bien. Alors, pour déployer ces mobilités, on l'a bien vu, c'est l'aménagement de l'espace public, les politiques urbaines sont déterminantes. On l'a vu sur le développement du vélo en France, mais également les régulations pour les trottinettes. Depuis quelques mois, dans le débat public, on entend de plus en plus parler de la ville du quart d'heure. Donc, c'est cette notion d'une ville à construire où on mettrait l'habitant au centre des préoccupations, ou dans un trajet d'un quart d'heure autour de chez soi, les 6 fonctions essentielles d'une ville seraient réunies. Donc, se loger, travailler, soigner, s'approvisionner, apprendre et s'épanouir. Donc, sur le papier, tout le monde a envie de signer. Mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu un modèle utopique et accessible à un petit groupe de privilégiés? Fabien, vous avez opéré longtemps, vous opérez toujours à Barcelone, qui est une ville souvent citée en exemple pour ce côté mégapole qui a une vie de quartier très riche avec un quart d'heure à pied, on retrouve à peu près tout. Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez, vous, comme opérateur, et est-ce que c'est un modèle qui est transposable au Grand Paris, par exemple? Alors, j'allais dire qu'il y a peut-être un point commun entre, par exemple, Paris et Barcelone. Barcelone, il faut savoir que la politique, finalement, c'est d'avoir de grandes artères qui sont réservées. On peut imaginer un petit peu la ville américaine avec les grandes avenues, voilà, qui sont réservées finalement au trafic routier, ce qui permet aussi de traverser la ville peut-être plus rapidement, avec moins de congestion. Et entre ces avenues, d'avoir de sortes d'îlots qui serait un petit peu, comment dire, à usage mixte, c'est-à-dire à la fois du bureau, à la fois du divertissement, à la fois de la restauration, de la santé, et qui, eux, pour le coup, seraient interdits finalement aux voitures et réservés aux mobilités douces, évidemment, à pied, en vélo, en trottinette, en scooter électrique, enfin voilà. Et donc, cette idée-là, on voit bien qu'elle travaille un petit peu les grandes mégapoles, dont Paris. Paris a un avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a une très forte densité dans Paris intramuros, ce qui est peut-être moins le cas sur les extérieurs, sur les périphéries. Mais en tous les cas, on a une forte mixité d'usage dans Paris intramuros qui permet finalement de se dire, bon, pourquoi pas appliquer aussi ce modèle-là, mais ça se heurte quand même au principe de réalité, parce qu'aujourd'hui, si Barcelone, effectivement, a des avenues qui sont assez carrées, etc., nous, c'est évidemment pas le cas. Finalement, c'est une succession, si on y pense un petit peu, de petits villages à Paris. C'est ça qui est agréable, mais ça complexifie, j'allais dire, l'idée d'abandonner certaines zones plutôt aux piétons et aux mobilités douces pour réserver certains axes voilà, aux voitures. On y reviendra. Je pense que l'idée avec les zones à trafic limité, etc., c'est un petit peu celle-là aussi, hein, de créer des îlots, finalement, un peu de verdure ou de piétonisation.
Alors voilà, donc j'allais dire qu'il y a 2 points. Il y a le premier point, c'est l'urbanisme, et il faut y repenser finalement sur les nouveaux quartiers, les futurs quartiers, et puis comment est-ce qu'on peut organiser la ville d'aujourd'hui pour arriver peut-être vers cet objectif-là. Et puis le deuxième point qui nous concerne tous en tant qu'opérateurs de mobilité, c'est de quelle manière on va être intégré voilà, dans ces schémas. Hein, pour repartir sur la ZTL, par exemple, est-ce qu'on va bannir tout moyen de locomotion à l'intérieur de ces zones à trafic limité, ou est-ce qu'au contraire, on va favoriser finalement l'émergence de ces nouvelles mobilités à l'intérieur même de ces zones? Et ça, je pense qu'on est plutôt à un point de bascule et on est en train d'en discuter, mais je ne pense pas que finalement qu'il y ait une idée qui fasse consensus aujourd'hui. Alors peut-être qu'on se retrouvera à la périphérie, peut-être qu'on sera à l'intérieur. Voilà, donc tout ça, effectivement, nous, en tant qu'opérateurs, je pense qu'on est prêt à participer aux réflexions. C'est déjà le cas d'ailleurs avec la mairie de Paris, puisqu'on est régulièrement consulté à ce sujet-là. Voilà. Oui, alors on le voit, donc les décisions politiques ont un poids stratégique énorme sur vos activités. C'est l'occasion de Dimitri Freenow avec son activité VTC. Alors on parle, les VTC ne seraient pas forcément admis à l'intérieur de la zone à trafic limité qui devrait être mise en place en courant 2022. J'imagine que pour vous, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Alors pour nous et pour les 30 000 chauffeurs VTC qui peuvent opérer en Île-de-France, non, on ne comprend pas. Alors d'abord, les VTC aujourd'hui ne sont pas exclus du projet, mais ils ne sont pas inclus dans le projet. Donc bien sûr qu'on souhaiterait faire en sorte qu'ils puissent opérer dans cette zone, pas simplement pour la récupération des passagers ou la dépose des passagers, mais également pour le trafic, parce qu'on pense que ce serait absurde de se rendre d'Odéon à Gare du Nord en faisant un détour, un gigantesque détour. Ça serait plus cher pour les utilisateurs. Ça prendrait plus de temps pour les chauffeurs. Or, on sait qu'ils ont besoin de faire un certain nombre de courses pour rentabiliser la location de leur véhicule ou leur charge. Et puis, ce n'est pas simplement pour les chauffeurs, mais aussi pour la ville de Paris, pour l'attrait de la ville. Il faut rappeler qu'il y a à peu près 25% d'utilisateurs de VTC, ça c'était pré-Covid, mais ça va revenir, qui viennent de l'étranger. Nous, on opère dans 11 pays en Europe. Tous les touristes qui viennent, qu'ils soient professionnels ou loisirs, ils prennent des VTC. Donc, eux ne comprendraient pas pourquoi ils ne peuvent pas prendre ce type d'accès. Et puis, les travailleurs eux-mêmes, les travailleurs qui terminent tard dans les magasins ou dans les hôtels ou dans les restaurants et dont les managers payent le retour en VTC parce que c'est plus sûr, parce que c'est plus rapide, eux, comment ils font aussi pour rentrer chez eux? C'est souvent des banlieues assez distantes, donc les transports publics ne sont pas toujours adaptés. Et puis enfin, on travaille avec différentes plateformes justement sur ce sujet-là et on a interrogé pratiquement 1 millier de Parisiens et plusieurs centaines de commerçants. Et ce qui se dégage, c'est que 70% des Parisiens veulent que les VTC puissent participer à ces zones, parce que ça fait partie de leur quotidien. Et 88% des commerçants estiment aussi que ça pourrait heurter leur commerce. Donc oui, alors je comprends un argument de la ville de Paris qui serait de garder le contrôle d'une certaine manière sur les opérateurs dans cette zone, comme ils l'ont fait avec les opérateurs de trottinettes, comme ils s'apprêtent à le faire avec les opérateurs de scooters électriques. Sauf que le nombre de chauffeurs VTC a plutôt chuté ces 18 derniers mois plutôt qu'explosé. Il a toujours été relativement stable. Donc voilà. Alors on voit bien, les arbitrages politiques ne sont pas simples et on sait que la cohabitation des différents modes de déplacement n'est pas tous les jours simple non plus dans l'urbanisme parisien en tout cas. Sylvain Martin, vous, pour revenir à la ville du quart d'heure, vous, votre pari, c'est que ce n'est pas forcément réservé aux mégapoles hyper denses. Tyr s'est développé dans des territoires moins peuplés comme Saint-Quentin-en-Yvelines en Île-de-France. Donc, c'est un concept qui peut s'appliquer à bien d'autres villes que les grandes mégapoles, selon vous. Oui, bien sûr. En fait, la ville du quart d'heure, elle a une notion qui est assez simple. On parle souvent, quand on parle de nos micromobilités, de premier-dernier kilomètre, ce qui est à côté de la plaque, puisqu'en général, on parle de premier-dernier kilomètre de la livraison. Nous, on livre personne, on rentre chez soi ou on en part.
Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui plus de 30% des trajets qui sont en Europe, de toute façon, qui couvrent des distances qui sont inférieures à 3 km. Donc, c'est ces distances-là qu'il faut aider à couvrir et auxquelles il faut qu'on participe. Ce qu'on constate, c'est deux choses. Un, il faut effectivement que les infrastructures accompagnent le développement de toutes les mobilités. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a cette ville de 15 minutes, elle peut être vue comme Barcelone avec ses îlots, mais elle peut aussi être vue en diagramme avec différents points en fonction de la capacité de chaque mode de transport qui relie un quartier vers l'habitat de la personne. Donc, on peut prendre le métro à 15 minutes, on peut prendre une trottinette à 15 minutes, on peut marcher 15 minutes, etc., etc. Et les distances couvertes ne sont pas les mêmes. Et puis, quand on est effectivement hors des périphéries, l'enjeu, c'est plutôt l'interurbain. C'est-à-dire que ce qu'on constate à 50 ans d'Yvelines, c'est le nombre de trajets quotidiens qui sont énormes entre les différentes villes qui composent cette agglomération de 12 communes. Et c'est des villes qui sont séparées de 2 ou 3 kilomètres. Sauf qu'en réalité, les usagers se rendent sur leur lieu de travail qui est dans la ville d'à côté en voiture. Et donc, ce qu'on vient aider et supporter, c'est plutôt soit de rabattre vers le transport public, qui peut être moins dense dans les zones les plus rurales de 50 ans, soit d'aller directement se rendre au travail, par exemple, au quotidien, ou se déplacer pour faire ses courses, sur des trajets courts qui correspondent aujourd'hui à de l'autosolisme non nécessaire. Voilà. Donc, la ville du quart d'heure, elle se vit pas pareil suivant les territoires. Je pense qu'en plein cœur d'un centre urbain ou dans une agglomération, justement, on va dire sans ville-centre, puisque c'est le cas, par exemple, sur des zones comme Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais ça peut aussi être sur des zones et des villes qui ont un lien nécessaire vers du transport lourd, vers du train, par exemple, avec seulement un quart d'heure entre une ville-centre et une ville périphérique qui nécessite d'aller travailler dans le centre de la ville. Donc, il y a tous ces contextes-là qui doivent être pris en compte. Et alors, un des paradoxes, pour rester sur le cas parisien, c'est que les services de mobilité partagée électrique se sont fortement développés dans Paris intramuros, là où déjà le maillage des transports en commun est très dense, des plus denses du monde. Donc l'enjeu, ce serait peut-être que les pouvoirs publics, pour créer cette proximité du quart d'heure, accordent leurs autorisations dans d'autres communes. J'imagine que Badre, par exemple, votre activité de véhicules électriques partagés, ça aurait du sens de la développer en première couronne, voire grande couronne en Île-de-France. Tout à fait. Alors, pour l'autopartage en libre service, on le développe là où les transports publics sont déjà développés, parce qu'on pense qu'on est complémentaires. Avoir les autorisations pour opérer en dehors de Paris à intramuros n'est pas un problème, on est en constante discussion. Le problème, c'est d'avoir de multiples redevances à payer selon les territoires. Aujourd'hui, on a 600 véhicules à Paris, on se retrouve à payer une redevance à Paris, peut-être dans le futur payer une autre redevance à GPSO, et c'est ce qui n'a pas de sens. Donc, pour revenir un peu au sujet de la ville du quart d'heure, si on revient au principe même de la pensée de Carlos Moreno, donc il nous dit que aujourd'hui on a un problème parce que les villes nous enlèvent le temps et l'espace. Le temps, parce que les villes sont fragmentées, on a des quartiers catégorisés. Pour se déplacer du point A au point B, on a des trajets très lents, très fastidieux. Et pour répondre à cette problématique, on a des gens qui se disent je vais m'acheter une voiture, ça sera beaucoup plus simple. Et c'est là où se pose le problème d'occupation d'espace public et de pollution. Et justement, c'est là où Charna, ou l'autopartage en général, a un rôle très important à jouer pour des villes denses, peu denses, dans des villes également, on a un grand maillage de transport public parce qu'on vient remplacer le véhicule particulier. Un véhicule en autopartage va remplacer entre 6 à 20 véhicules particuliers selon les études, selon les pays. Un véhicule en autopartage est également utilisé 6 fois plus qu'un véhicule particulier. Donc, c'est là où réside l'intérêt de l'autopartage, mais il serait utopique de penser que nous seuls, on puisse répondre aux besoins changeants des Parisiens ou des Franciliens. Il faut nécessairement créer un écosystème de mobilité durable qui soit à la fois fiable, sûr et peu coûteux, tous ensemble, du côté privé, mais également en partenariat avec les gouvernements. Sylvain, sur le marché des trottinettes, voilà, c'est un modèle qui a été mis en place par la loi de l'homme qui permet aux communes de maîtriser un peu plus cette activité. Quelles sont selon vous les bonnes pratiques, de votre point de vue, qui ont fait leurs preuves, même peut-être en Allemagne, où la régulation a démarré il y a quelques temps déjà? Il y a deux façons effectivement d'approcher la régulation. La régulation allemande, elle a une approche qui est plus nationale, où en fait ensuite c'est un agrément qu'on prend avec chaque ville
mais il n'y a pas d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt. Donc, c'est un peu différent. C'est une autre approche collaborative avec chaque territoire, mais qui ne permet pas de sécuriser des marchés pour les différents opérateurs et donc, évidemment, de créer de la compétition, parfois de la saturation, etc. Donc, c'est une autre approche. Mais ça permet évidemment un déploiement beaucoup plus rapide au niveau national de solutions de micromobilité qui viennent compléter les transports publics. En France, la loi LOM, ça passe par des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projet. C'est la recommandation qui a été formulée par la loi. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la plupart des communes conservent leur autorité sur ces sujets de micromobilité, alors que vous l'avez rappelé juste avant. Et ça fait plus sens, évidemment, d'avoir de l'interurbain, comme on l'a à Grenoble, par exemple, où c'est la métropole qui a porté le projet, ou à Saint-Quentin, où c'est l'agglomération qui a porté le projet, où là, évidemment, on vient soulager beaucoup d'entrées-sorties de voitures en complément des transports publics. Donc là, ça fait sens sur le long terme d'avoir cette relocalisation, on va dire, de l'autorité organisatrice de transport vers des ensembles plus grands, que peuvent être les communautés d'agglo, les métropoles, etc., pour justement donner cet élan et aussi avoir une vraie réflexion sur les infrastructures qui sont une évidence quand on est sur un groupement de villes. Donc, voilà où la législation est actuellement et la recommandation aujourd'hui se porte à ça. On voit encore des villes qui lancent quelques expérimentations, etc., qui sont encore en dehors du cadre de la loi LOM, mais tout le monde va se mettre de toute façon dans ce cadre obligatoirement dans les mois à venir. Alors, une autre grande question qui va avec une ville meilleure, plus agréable à vivre, c'est évidemment l'impact environnemental des transports qui reste l'une des sources de pollution majeures. Et l'une des grandes promesses des micromobilités partagées, c'est justement de proposer un nouveau modèle moins polluant, donc même si la question fait débat, et aussi une émotion sociale, c'est-à-dire, pour parler des VTC, Dimitri, les VTC, ce sont des chauffeurs qui travaillent jour et nuit, donc il y a un volet social important sur cette activité. Vous, en tant qu'opérateur, comment vous en êtes aujourd'hui? On sait que c'est très difficile de recruter. Comment vous faites pour fidéliser tout votre personnel? Alors, c'est vrai que si j'exclus la partie masse, aujourd'hui, ce qui va différencier une plateforme de VTC d'une autre, c'est le temps d'attente et la qualité de service des chauffeurs. Donc, forcément, attirer des chauffeurs et faire en sorte qu'ils restent sur notre plateforme, c'est vraiment le cœur du succès de FreeNow et d'autres acteurs. Et pour vous illustrer un petit peu plus ce qu'on met en place, il faut d'abord comprendre ce qui attire un chauffeur vers les différentes plateformes. Il faut rappeler d'ailleurs que les chauffeurs sont indépendants, la vaste majorité, ou alors ils travaillent pour des sociétés qui ont plusieurs chauffeurs. Et ces indépendants, ils vont travailler avec plusieurs plateformes. Comme un hôtel aujourd'hui sera distribué via Booking.com, Hotel.com et d'autres plateformes. Et donc, les trois éléments qui vont faire qu'un chauffeur va décider de travailler avec FreeNow ou avec d'autres concurrents, c'est le nombre de courses qu'ils vont recevoir, la fréquence des courses, c'est vraiment ce qui va les attirer en premier. La rémunération, dans un deuxième temps, qui peut être liée, mais pas forcément, parce qu'on peut avoir moins de courses, mais plus élevées. Et puis, l'accompagnement, le service qu'ils vont obtenir. Sur le premier point, ce qu'on fait, c'est qu'on a aujourd'hui la chance d'appartenir à un groupe européen, FreeNow, qui a 26 millions d'utilisateurs, de passagers à travers l'Europe, 3 millions en France, pas tous actifs, parce qu'il y a eu un effet, comme je disais, Covid, où il y a à peine 70% du marché qui est revenu. Mais du coup, on apporte beaucoup de trafic à ces plateformes. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'aujourd'hui, on est un incontournable pour un chauffeur VTC à ce niveau-là. Sur la rémunération, aujourd'hui, on prend 5% de commission en moins que notre principal concurrent. On a le prix minimum le plus élevé du marché. Et puis, comme on a beaucoup d'usages professionnels, beaucoup de passagers professionnels qui ont tendance à faire en moyenne des courses un petit peu plus longues, plus d'aéroports, plus de gares, il s'avère que le prix moyen pour ces usages-là est plus élevé, donc ça attire aussi plus de chauffeurs. Et aujourd'hui, on est la plateforme la plus rentable sur le marché. Et le troisième point qui est l'accompagnement, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on a 28 personnes exclusivement dédiées aux relations chauffeurs, basées ici dans notre bureau de Levallois, des personnes qui vont s'occuper de l'accueil chauffeur, des personnes qui vont
s'occuper des flottes de chauffeurs, de l'assistance, des gestionnaires de projets pour optimiser les produits. Donc, on a 28 personnes dédiées à la relation chauffeur. Et puis, on les accompagne de différentes natures. Par exemple, pendant le confinement, on a distribué plus de 2000 vitres de protection, plus de 10 000 gels hydroalcooliques. On a fait beaucoup de lobby pour qu'ils bénéficient du fonds de solidarité. On travaille en ce moment avec les représentants syndicaux sur une charte qui va permettre d'avoir la meilleure collaboration possible entre les plateformes. Et puis enfin, parce que je fais un lien avec de la partie sociale vers la partie écologique, on a, comme je l'évoquais plutôt, cette ambition de plus émettre d'émissions carbone dans 9 ans et de réduire de 50% dans 4 années. Donc, il y a un pan, un type d'action qui va lier au remplacement des trajets les plus courts par des partenaires multimodaux, comme ShareNow, Cooltra et TIR, entre autres. Mais d'un point de vue chauffeur, sur le cœur de l'activité, on veut aussi les accompagner dans cette transition. Et pour les accompagner dans cette transition, on va d'une part travailler sur des partenariats qui vont leur permettre d'avoir des véhicules moins chers, par exemple avec Toyota, avec Renault. On va travailler avec une autre société sœur, ChargeNow, pour permettre de réserver des bandes de recharge électrique. On a annoncé récemment un partenariat avec RATP et Shell pour des tarifs préférentiels, avec WeNow pour éduquer l'éco-conduite. Donc, on va travailler sur tous ces partenariats-là. Et puis surtout, nous, on va incentiver, inciter les utilisateurs à réserver plus de véhicules électriques. Aujourd'hui, c'est à peu près 5% de notre parc. On a pourtant la plus grande flotte d'Île-de-France et on souhaite accélérer pour avoir 50% de notre parc dans les 4 années qui suivent. Donc, beaucoup de travail effectivement à ce niveau-là et parce que c'est le cœur de notre activité. Badr, vous qui opérez des centaines de véhicules électriques, on a dû souvent vous poser la question, oui, mais est-ce que c'est vraiment écologique tout ça? Est-ce que les batteries, comment elles sont recyclées, les métaux rares, etc. Qu'est-ce que vous répondez à cette question qui surgit souvent dans le débat? Je dirais qu'on a très souvent tendance à lier de la durabilité avec le côté électrique des véhicules, en tout cas pour l'autopartage. L'autopartage est d'abord durable parce qu'il est partagé, parce qu'on va partager un moyen de transport avec d'autres personnes. Et justement, au sein de ShareNow, on essaie de mettre l'accent sur posséder moins et partager plus. C'est en tout cas notre objectif. Pour en revenir au débat électrique ou thermique, aujourd'hui, il a été prouvé qu'un véhicule thermique, un véhicule électrique, tout au long de sa vie, émet moins de CO2 qu'un véhicule thermique. Ensuite, en termes de politique, on peut voir que dans des pays tels que l'Italie ou l'Allemagne, par exemple, nous opérons avec un mix de flotte, un mix de véhicules entre thermiques, hybrides et également électriques. Et nous avons remarqué que les résultats sont encore plus intéressants que dans des marchés tels que le parisien. Pourquoi? Parce qu'en proposant une offre diversifiée aux clients, on répond à plus d'usages et on est en train de les convaincre à ne pas posséder un véhicule, tout simplement. Donc, l'impact sur la démotorisation est vraiment très important parce que la démotorisation ne se calcule pas uniquement en disant, voilà, je me suis séparé du véhicule, mais surtout convaincre des gens à ne pas en acheter un avant d'en avoir la possibilité. Et donc, je dirais que le fait d'opérer avec une flotte électrique a certaines contraintes d'un point de vue opérationnel. Il faut qu'on ait accès à des infrastructures de recharge développées. On est chanceux d'avoir un réseau à Paris avec Autolib, maintenant Bélib, et également région parisienne avec Métropolis assez développée, mais ce n'est pas le cas partout. Donc, c'est vraiment un frein pour le développement de l'autopartage en libre service, mais c'est également une opportunité pour nous de continuer à apprendre de cette expérience, d'électrifier nos flottes. On est déjà en train de le faire partout en Europe, et aujourd'hui, la moitié de nos villes a des véhicules électriques dans leur flotte. Alors, Fabien et Sylvain, vous aussi, vous opérez des engins 100% électriques, évidemment. Mais parfois, le procès qui est fait est assez différent. Vous connaissez certainement sur les bonnes pratiques ou les incivilités commises par certains usagers et la façon dont les opérateurs peuvent limiter le problème du stationnement sauvage.
sur les trottoirs. C'est un reproche qu'on a pu faire beaucoup aux trottinettes, aux deux roues motorisées. Alors, quelle est votre politique pour justement préserver l'environnement urbain et respecter le droit des piétons? Alors, peut-être, je ne sais pas, Sylvain, si tu veux intervenir en premier ou si je commence. Je te laisse la parole. Allez, j'enchaînerai. Ça roule. Il y a une différence, effectivement, la question nous est adressée à nous deux avec Sylvain. Il y a une différence quand même fondamentale entre, en l'occurrence, sur la question du parking, entre le scooter et la trottinette. C'est qu'effectivement, nous, on a une plaque d'immatriculation et on est soumis de facto au code de la route. Et j'allais dire, c'est une facilité pour nous que n'a peut-être pas Sylvain en termes d'éducation des usagers. Nous, la réglementation, elle est extrêmement claire. On sait où on peut se garer, où on ne peut pas se garer. Voilà, quand on ne se gare pas correctement, clairement, ça se traduit assez souvent par une sanction financière. Voilà, donc voilà, les usagers reçoivent de toute manière les amendes qui peuvent être dues suite à des mauvais stationnements. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, je pense que malheureusement, l'éducation des personnes passe aussi par la sanction parfois, mais on fait aussi énormément de pédagogie à l'intérieur même de notre flux de communication et de notre application, puisqu'on rappelle à de multiples occasions et par tout moyen, voilà, on parle de réseaux sociaux, mais également à l'intérieur de l'application, on diffuse des messages pour rappeler les bonnes pratiques en termes de stationnement, évidemment. Et puis, on a un accès direct aussi à l'ensemble de la réglementation et notamment le cas particulier pour Paris. Par exemple, si vous allez sur l'application, vous avez dans la rubrique d'aide l'ensemble des recommandations qui sont vraiment liées à la ville et à la mairie de Paris. Et la même chose, évidemment, est réalisée, que ce soit que vous louiez chez nous à Barcelone, à Milan. Voilà, donc on a une éducation, effectivement, et une pédagogie là-dessus. Et on le fera également au travers de nos sessions de formation, puisque le point de la sécurité et de la civilité des comportements est le premier point qui sera abordé effectivement sur les formations qu'on va mettre en place probablement d'ici fin de mois. Et juste pour rebondir également, parce que pour le coup, j'adore la formule de Badre là, concernant le procès potentiellement qu'on fait. Est-ce que l'électrique, c'est écologique, c'est pas écologique? Je suis tout à fait d'accord avec Badre. Effectivement, peut-être que c'est la moins mauvaise des solutions actuelles. Peut-être qu'on sera ravi de basculer sur une autre solution qui sera encore plus écologique plus tard, l'hydrogène. Enfin voilà, en tous les cas, on est à l'affût de ces nouvelles technologies. Mais effectivement, un véhicule électrique, il est d'abord écologique parce qu'il est partagé. Et c'est effectivement le premier point qu'il faut souligner. En réalité, on aurait un véhicule thermique. S'il est partagé, c'est toujours une meilleure solution. Alors, s'il est électrique, effectivement, on évite les émissions, etc. Et on peut s'interroger sur le cycle de vie. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tous les cas, il est déjà partagé. Et c'est ce qui fait de nous, finalement, des entreprises qui œuvrent finalement pour un futur un peu plus vert. Voilà. Excuse-moi, Sylvain, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, au contraire, c'est bien. Donc, je ne vais pas revenir sur les sujets des enjeux de formation, etc., parce que je pense que c'est un peu notre rôle aussi en tant qu'opérateur d'aller dans ce sens-là. Mais là, le vrai enjeu, évidemment, c'est de s'aligner avec les politiques publiques. Ça, c'est un vrai enjeu. On doit aider les villes à se repositionner, à être plus humaines, etc. Je pense que moi, j'ai un enfant de 2 ans, je rêve qu'un jour, il joue dans la rue, quoi. En gros, ça, c'est mon principe de base. Donc évidemment, ça, c'est l'enjeu principal, c'est comment les habitants se réapproprient leur territoire de vie. Après, sur la partie écologique, je pense qu'il y a on a largement dépassé ces faux procès. Même si on voit encore reparaître des articles basés sur des études qui datent d'il y a 3 ans, qui font pas sens et qui n'étaient même pas faites en Europe. Aujourd'hui, on est sur pour vous donner un chiffre très précis, sur le dernier audit qu'on a eu, qui est un audit indépendant de l'université de Bochum, on émet 42,8 grammes de CO2 par kilomètre avec une trottinette, c'est-à-dire inférieur au bus de cette ville. Donc, c'est des enjeux écologiques qui, évidemment, sont continuels, mais sur lesquels il y a des gaps qui sont énormes. Là, avant, et c'est pas lié qu'à nous. Enfin, nous, on n'opère pas que des trottinettes, d'ailleurs, on opère des vélos, on opère des scooters. Donc, tout ce que vient de dire, évidemment, Fabien est vrai. Le stationnement, très honnêtement, on est au-delà même de mettre des amendes, puisqu'aujourd'hui, on a des technologies qui forcent les usagers à s'y stationner. Nous, depuis 2019, on prône ça en France, ce qui fait d'ailleurs je pense qu'il a été l'un des facteurs de notre très fort développement sur le territoire national et du leadership qu'on a pris.
c'est parce qu'on n'a pas proposé le free floating. On propose le libre service, mais dans des stations. On l'a déployé à Bordeaux en premier, à Marseille également, le long de la mer pour protéger la mer, puis ensuite à Grenoble et enfin à Paris et puis maintenant à Lyon. Donc, le stationnement, ce partage de l'espace, il est dans l'ADN de ce que doivent être les micromobilités. Et c'est vrai pour les vélos, pour les trottinettes, les scooters. Et évidemment, les scooters viendront un jour à avoir des systèmes qui permettront d'identifier des zones, etc., comme tout le monde. Et donc d'accompagner l'usager dans cette obligation d'aller stationner au bon endroit également. Le dernier point là-dessus, c'est que le vrai procès qu'on fait, il est dans la production des engins. Et on ne va pas se le cacher, la production des engins représente 90% de la pollution de nos opérations chez Tia. Puisqu'en fait, aujourd'hui, quand on opère en vélo cargo ou que en van électrique, c'est évidemment la production qui est l'enjeu majeur. Donc, les grands enjeux là-dessus, c'est évidemment d'abord de protéger la ressource naturelle qui est la terre rare et qui est c'est du minier, etc., etc. Donc, c'est de l'industrie lourde, c'est de l'industrie polluante. Et donc, il ne faut pas se voiler en tant qu'opérateur sur l'impact qu'on a. Par contre, il faut savoir répondre à cet enjeu. Et cet enjeu, c'est réparer déjà des batteries, ce qu'on ne faisait pas avant. C'est les reconditionner. Nous, on reconditionne en Europe. On réutilise nos cellules. Elles sont reconditionnées pour nous ou elles sont reconditionnées pour des organismes comme Nunam qui font des grandes banques de batteries qui sont envoyées en Inde pour des villages qui ont des coupures électriques. Donc, en gros, la vie d'une cellule de batterie aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a ne serait-ce que 12 mois. Et quand on arrive vraiment en fin de cycle de vie d'une cellule et qu'on doit vraiment, vraiment la recycler, par exemple en France, chez Scredec, ils savaient faire avec nous jusqu'à un peu plus de 60% de recyclage complet de la batterie cette année. On est à 91% début 2022 dans le nouveau process. Donc, c'est des paradigmes qui basculent complètement en termes d'impact écologique parce que les durées de vie des batteries vont durer plusieurs années. Là où avant, et encore aujourd'hui, que ce soit un téléphone, un VAE, n'importe quel produit électrique, en moyenne, il est mis au rebut avec 80% de ses capacités électriques pour le confort de celui qui l'utilise. C'est-à-dire que juste mon téléphone ne charge plus pendant 24 heures, il charge pendant 18 heures, je le bazarde. Donc ça, c'est une hérésie. Elle est là, l'hérésie. Elle est dans comment ensuite on va réutiliser et réexploiter les cellules de ces batteries et les réemployer sur le long terme et faire revivre ça. Et ça, faut pas se le cacher, il faut travailler à ça. Et puis après, il y a le dernier enjeu, c'est la responsabilité de chaque industrie, qui est de dire il y a toujours une pollution résiduelle, parce qu'on produit quelque chose, et quand on produit, on pollue. Et là, l'enjeu, c'est de dire comment est-ce qu'on vient faire de la compensation, comment on va garantir que tout ce qui est résiduel, on essaye de le protéger, enfin en tout cas de le compenser. Et ça passe par des actions de reforestation, des actions de protection de l'environnement, par plein d'actions, et d'avoir des enjeux comme ça de neutralité carbone qui, à mon sens, de toute façon, devrait être un enjeu pour toute entreprise au niveau mondial, quelle que soit son industrie, et accompagné par des investisseurs, parce qu'il y en a qui en font, parfois, ou des banques, et qui n'investissent que dans des cas, effectivement, où la neutralité carbone est engagée. Voilà. Bad, vous voulez intervenir ? Oui, justement, il ne faut pas oublier qu'on parle de technologies qui sont assez récentes. C'est-à-dire que d'un point de vue recyclage, la filiale n'est toujours pas à son apogée, on va dire. Si on parle des voitures électriques, par exemple, on a eu plusieurs projets dans les dernières années pour la seconde vie de ces batteries, leur réutilisation dans le stockage d'énergie renouvelable, par exemple. Il y a eu beaucoup de projets à l'île de Madère, au Portugal, par exemple. Là, dernièrement, on parle également d'extraction des matériaux rares et de leur réutilisation dans d'autres batteries. Donc, c'est également une filiale qui est en train de se développer grâce aux investissements de la France et de l'Union européenne en général. Et aujourd'hui, certes, le processus n'est pas optimisé, mais on espère que d'ici quelques années, ça sera un peu plus au point et les véhicules électriques en général, que ce soit voiture, vélo, trottinette, soient plus durables que ce qu'elles le sont aujourd'hui. Très bien. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, les personnes qui nous écoutent peuvent nous adresser toutes les questions que vous voulez. On n'hésitera pas à vous les transmettre. On peut terminer ce webinaire avec quelques questions d'actualité, notamment évidemment sur le marché parisien. La zone de trafic limité qu'on a évoquée devrait entrer en vigueur en 2022, c'est-à-dire que le cœur de Paris ne serait plus accessible aux véhicules motorisés thermiques qui souhaitent traverser la ville. Alors, enfer ou paradis,
vous allez me dire, selon votre activité, vous n'aurez pas la même perception. Fabien, pour vous, ce serait une bonne nouvelle? Enfin, c'est une bonne activité pour vous? Je pense que ça dépend peut-être du point de vue où on se place. Voilà. Je pense que toutes les opinions sont assez légitimes finalement. Voilà, quand je conduis ma voiture et que j'entends continuer à la conduire, etc. Est-ce que faire le tour de Paris parce qu'il y a le cœur de Paris en ZTS, ça va me faire plaisir? Probablement que non. Voilà. Par contre, si j'habite à l'intérieur et que finalement j'ai l'habitude de sortir, voilà, qu'on est complètement finalement dans le concept du quart d'heure, ben, ça me fera peut-être plaisir de ne pas croiser ce fameux automobiliste qui n'est pas content. Donc effectivement, c'est toujours un travail de conciliation, de trouver voilà, le meilleur moyen finalement d'aller vers un futur, ben, encore une fois, peut-être plus durable et plus vivable pour les citadins. De notre côté, vraiment d'un point de vue mobilité, j'allais dire, c'est ni une opportunité, je pense, ni un frein. C'est-à-dire que nous, on s'adaptera évidemment à la politique publique et aux décisions qui seront prises. Encore une fois, le tout, c'est de savoir de quelle manière nous, on peut s'intégrer au mieux pour finalement donner le meilleur service à nos usagers. Je pense qu'on en est tous là. Voilà, et si c'est pour faire du parking de délestage finalement en périphérie de ces zones-là et avoir des zones dédiées pour qu'on puisse mixer à la fois de la voiture, etc., pourquoi pas. Après, il ne faut pas non plus bloquer les usagers à l'intérieur même de cette zone. C'est-à-dire que si l'idée, c'est finalement de ne plus rien pouvoir faire, si ce n'est que me déplacer à pied, est-ce que c'est un plus pour les usagers à l'intérieur de ces zones? On peut se le demander aussi. Voilà, donc, bon, ceci étant, moi, je tiens quand même à souligner qu'il y a des discussions qui sont quand même assez constantes notamment avec les pouvoirs publics sur ces points-là. Je pense qu'ils sont aussi dans une recherche d'équilibre et de compromis. Et je pense qu'on est assez intégré, en tous les cas, dans ces discussions, même si, évidemment, la décision finale ne nous appartient pas. Donc, nous, en tous les cas, on s'adaptera en tant qu'opérateur pour toujours, finalement, apporter une solution partagée, là encore, que ce soit de la trottinette, je pense, voilà, du véhicule 4 roues ou du scooter, pour que tout le monde puisse en bénéficier et s'inscrire finalement dans cet espace plus durable qu'on souhaite tous à terme, hein, puisqu'on est tous des habitants probablement de ces quartiers-là, etc. Donc, La ZTL, Sylvain, peut-être que pour les trottinettes, est-ce que c'est une façon d'avoir un espace public moins stressant, moins dangereux? C'est votre point de vue? Alors, je ne pense pas que ce soit la ZTL qui soit l'enjeu. Je pense que c'est la façon dont on va réapproprier l'espace qui y sera. Et je pense que la première chose à rendre, c'est la marche dans son quartier. Simplement, l'opportunité pour nous, elle est plus de se dire que ce sera la possibilité pour chacun de ces quartiers qui seront là de pouvoir mettre des infrastructures adaptées, justement pour séparer ces espaces marchables, cyclables, parce que nous, que ce soit trottinette ou vélo, on est soumis au code de la route des cycles et vélos, et que ce soit sur nos scooters, on n'y est pas à Paris, mais on y est ailleurs, on est soumis aux mêmes règles, évidemment, par pays. Donc, à partir du moment où on rend de l'espace dans une zone aux habitants, c'est aussi une capacité d'y mettre plus d'infrastructures, que ce soit des poubelles, des jeux, des parcs, la vie dans la cité. Donc pour moi, elle est là, la vraie opportunité, c'est plutôt de protéger, de sanctuariser certains espaces, que ce soit pour nous ou pour d'autres déplacements, beaucoup plus que de se dire on chasse quelque chose de ça. C'est plutôt on réapproprie différemment l'espace. Il y aura toujours des accès voitures, je pense, dans ces zones pour des livraisons, pour des choses comme ça, etc. Je ne suis pas le législateur, mais par contre, je pense que c'est de toute façon une bonne chose que les habitants se réapproprient l'espace public dans leur ensemble. Après, que ce soit malheureusement, oui, dans certains cas, au détriment d'avoir envie de se balader avec sa voiture d'un arrondissement à l'autre. L'autre mesure qui fait beaucoup parler, c'est l'instauration des 30 km/h partout dans la ville de Paris, exception faite de quelques grands boulevards et des maréchaux. Est-ce que c'est une mesure visionnaire selon vous, au contraire qui peut être mal comprise et qui crée des conflits d'usage? Je pense surtout aux automobilistes. Badr et Dimitri, est-ce que c'est une difficulté qui s'ajoute?
Honnêtement, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Paris est une ville très dense avec beaucoup de trafic et très souvent on circule à moins de 30 km/h. Donc au contraire, c'est une bonne mesure qui va permettre de protéger les piétons, les cyclistes, les utilisateurs d'autres modes de mobilité douce. Et si on élargit un peu l'analyse et on revient à la source qui est la LOM, qui essaye de tracer les contours de cette nouvelle mobilité plus verte, plus durable. Donc, ce qu'a fait la LOM, c'est de mettre à disposition des gouvernements locaux des outils, tels que les zones à faible émission, les zones à trafic limité, des aides d'investissement pour les infrastructures de recharge. Donc, c'est des outils à disposition des villes et l'autopartage en est un autre. Donc, c'est un autre outil qui va limiter un peu l'impact de ces mesures. Si on prend la zone à faible émission, l'intérêt est de réduire la place des véhicules polluants. Sauf que derrière, on aura toujours le besoin du client. Donc, il faut limiter l'impact de cette mesure sur le besoin. Donc, on lui offre d'autres possibilités, telles que le VTC, telles que la voiture partagée, la trottinette ou le vélo. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaye de travailler tous ensemble avec les autorités pour convaincre les utilisateurs et non pas les forcer. C'est ce côté, essayer de forcer la chose qui peut poser problème, à mon avis. Donc, toujours mettre le besoin au centre de nos actions, tout simplement. Et voilà. Je pense que c'était le message à transmettre. Dimitri, vous partagez cette analyse? Je partage tout à fait l'analyse. Je pense que ce soit sur la ZTL ou la limitation aux 30 km/h, ce sont des initiatives qui vont plutôt dans le bon sens. Et d'ailleurs, sur les 30 km/h, aujourd'hui, je crois que, ou avant la mise en place, notre vitesse moyenne sur Paris, ça peut être autour de 29 ou justement autour de 30 km/h. Donc, ça n'a pas changé radicalement. Par contre, il faut juste faire attention je crois plus en l'évolution avec la technique des petits pas plutôt qu'au Big Bang. Et je pense qu'il faut voilà, faire en sorte aussi de réfléchir aux besoins réels des Parisiens, mais également de la périphérie, de la banlieue, parce qu'il ne faut pas isoler, il ne faut pas que ça devienne une île Paris isolée du reste. Et je crois aussi qu'il faut considérer tous les modes de transport sans forcément privilégier tous les modes de transport tant qu'ils répondent aux besoins et tant qu'ils répondent aux besoins des utilisateurs et aux besoins en termes d'écologie et de fluidité de la ville, sans forcément pénaliser certains moyens par rapport à d'autres. Alors, nous avons une question pour vous, Dimitri, sur le statut des chauffeurs de VTC à la suite d'une décision au pays concernant les chauffeurs Uber. Voilà, quel est un petit peu le statut actuel et les enjeux? Est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse des tarifs des courses en VTC? Alors, effectivement, il y a eu là récemment une validation aux Pays-Bas de ce statut. Plus tôt, avant cet été, il y a eu le statut de worker qui a été mis en place au Royaume-Uni pour les chauffeurs VTC. En France, on a beaucoup d'échanges, bien sûr, avec le ministère du Travail, de l'économie, des transports, avec les fédérations, les syndicats de chauffeurs VTC. Et il n'apparaît nulle part que les chauffeurs indépendants, sauf s'ils le souhaitent eux-mêmes et auquel cas travailler avec des sociétés de chauffeurs, ça n'est certainement pas la voie qui s'inscrit en France. Donc, on ne peut pas avoir ce statut d'indépendant qui devient salarié, puisque l'extrême majorité des indépendants, je discute toutes les semaines avec des chauffeurs, veulent garder leur statut d'indépendant. Par contre, et la troisième voie, qui est celle du Royaume-Uni avec le statut de worker, ne semble également pas sur la table. Par contre, que l'on normalise les relations entre les plateformes et les chauffeurs, que l'on protège davantage les chauffeurs, notamment en cas d'accident, que l'on puisse les conseiller davantage en termes de déclaration fiscale, parce que ce n'est pas toujours quelque chose qui est très clair, que l'on apporte plus de transparence sur les algorithmes de dispatch. Tout ça, c'est quelque chose qu'on accueille de manière positive et sur lequel on travaille justement via notre charte pour justement normaliser ces relations.
Et c'est probablement ce qui va se dessiner davantage dans les mois qui viennent, une relation plus équilibrée entre plateforme et chauffeur. Mais pas de chauffeurs salariés, ce serait la fin du modèle et surtout, les chauffeurs ne souhaitent pas de ce statut-là. Alors, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Merci à tous pour ces analyses sur des sujets complexes et qui toujours concernent vraiment la vie quotidienne, concernent toute la population. Voilà, on va voir ce que ce monde d'après nous réserve. J'espère quelques bonnes surprises après 1 an et demi pour le moins difficile. Merci à tous. On va terminer avec la vidéo promise. À bientôt. Au revoir. Alors, je ne sais pas si on est...